Bonjour à tous et bienvenue dans l'invité de l'Écho sur France 24. Mon invité est Tidjane Thiam, il est directeur général de Crédit Suisse. Bonjour, merci beaucoup de nous recevoir dans vos bureaux, ici à Davos. Alors vous êtes ivoirien, vous avez fait vos études en France, Polytechnique, vous êtes sorti major de l'école des mines, vous avez été patron de l'assureur britannique Prudential et puis vous venez de prendre les rênes de Crédit Suisse, la banque suisse. Donc vous avez quitté Londres pour vous installer à Zurich. Qu'est-ce qui vous a poussé vers cette aventure? Écoutez, j'avais eu une belle aventure, un beau parcours chez Prudential. Les choses se sont passées de toute façon excellente, puisqu'à la fin, on est arrivé à plus que tripler le cours de l'action. Et comme me disait un de mes amis, tu ne vas pas encore le tripler une seconde fois. Donc, on avait un peu épuisé cette histoire et c'était le moment de passer à autre chose. Vous aviez besoin d'un nouveau défi? Un peu. Cette opportunité est venue au bon moment. Ça me permettait de repartir dans un secteur qui est intéressant, qui est la banque, et où je n'avais pas été actif auparavant. Avez-vous été surpris qu'une banque suisse vienne vous chercher? Très façon directe, oui. Oui. Dans quelle mesure? Non, parce que j'étais dans les services financiers, c'est vrai. Et souvent, les gens disent assurance. Il faut bien comprendre que c'était de l'assurance vie et de la gestion d'actifs. Donc, c'est relativement proche quand même des métiers bancaires, ce que je faisais chez Prudential. Mais a priori, je ne pensais pas qu'une banque chercherait quelqu'un avec mon profil. Mais après, au fil des conversations, il est devenu clair qu'il y avait un certain nombre de choses qui étaient, logiques et consistante. En fait, Crédit Suisse a une stratégie de développement dans les marchés émergents, qui est quelque chose, moi, dans lequel je crois et que j'ai beaucoup poussé chez Prudential, particulièrement en Asie, et aussi une activité de gestion de fortune, gestion de richesse, une gestion d'actifs, qui est exactement ce que je faisais chez Prudential. Donc là, vous n'êtes pas dépaysé. Le cœur de métier de Crédit Suisse est très très proche de ce que je faisais auparavant. Aucune banque française ne vous a fait ce type de proposition? Je ne ferai pas de commentaires. Parce que si je commence à parler des entreprises qui ne m'ont pas fait de proposition, je pense que ça va être une conversation. Les entreprises françaises, parce que tout de même, vous êtes un produit de la méritocratie française. Non, mais c'est une bonne pratique de ne pas parler de conversations privées ou confidentielles. Jean-Claude Trichet, en vous remettant la Légion d'honneur, a dit de vous celui que la France peut regretter d'avoir laissé partir. Écoutez, France vous a laissé partir. Je suis toujours tourné vers le futur, vers l'avant, donc je suis très excité par Crédit Suisse. C'est un très beau défi que je suis content de relever et qui m'occupe bien à plein temps actuel. Donc aucun regret du côté de la France? Je suis heureux chez Crédit Suisse et ça se passe, je pense, bien. Alors on évoque à Davos beaucoup, bien sûr, la crise financière, boursière. Le FMI a abaissé ses prévisions de croissance pour 2016. La Chine doit transformer son économie. Pensez-vous qu'une nouvelle crise financière devrait voir le jour cette année? Écoutez, nous, on a des positions, des points de vue de la banque en général, et voilà ce que je veux vous dire en tout cas. Sur la Chine, nous sommes relativement, et je suis moi relativement confiant. Je ne vois pas de, comme on dit en anglais, de hard landing, donc je ne vois pas de scénario difficile pour la Chine. Oui, la Chine est engagée dans une transformation qui est réelle, qui est ambitieuse, mais qui est absolument nécessaire. Je pense que tout le monde est d'accord sur le fait que la Chine doit passer de ce modèle de croissance qui est tiré par l'investissement et les exportations vers un modèle plus tiré par la consommation. Mais les autorités chinoises vont-elles relever ce défi? Leur diagnostic est excellent. Moi, j'invite tout le monde à lire les déclarations du plénum du comité central du Parti communiste. Il faut les lire. Il faut lire ce qu'ils disent. Et leur diagnostic est excellent de la situation. La raison essentielle pour laquelle la consommation est trop basse en Chine, c'est que le taux d'épargne est trop élevé. La raison essentielle pour laquelle les Chinois épargnent autant, c'est qu'il n'y a pas de protection sociale. Donc il n'y a pas de retraite et il y a très peu d'assurance santé. Donc vous observerez ça dans tous les pays où il y a peu de retraite et d'assurance santé. Les individus épargnent beaucoup, c'est une épargne de précaution, donc qui nuit à la consommation. Et donc leur diagnostic est juste là-dessus et ils sont en train de mettre en œuvre un tas de réformes pour s'assurer qu'il y a une couverture santé digne de ce nom en Chine et des retraites dignes de ce nom. Et vous trouvez qu'ils ont toujours la main, justement, sur leur économie? Après, moi je pense, oui, moi j'ai confiance dans les autorités chinoises. Bien sûr, on est tous des êtres humains, donc parfois il y a des problèmes, effectivement, sur les marchés, il y a pu y avoir telle ou telle décision, mais dans l'ensemble, le diagnostic est juste, donc la question sur eux, c'est une question d'exécution. Est-ce qu'ils sont capables d'exécuter leur plan? Mais leur plan est excellent, et s'ils le mènent à bien, l'économie chinoise va très bien. Alors, quels sont les plus grands risques financiers pour vous? Est-ce qu'il viendrait ce qu'on appelle de shadow banking, la finance de long? Est-ce que le risque viendrait plutôt de ce côté-là? La Chine, moi je dis, ça va aller. Oui, il y a un ajustement. C'est sûr que si vous passez de 11% de croissance à 6%, il y a un ajustement. Mais 6%, ça reste le double de ce que fait la plupart la plupart des zones de l'économie mondiale. Pour eux, c'est un plus bas depuis 25 ans, me semble-t-il. Voilà. Alors, franchement, je crois que beaucoup de pays aimeraient avoir ce problème-là, que leur plus basse croissance sur les 25 dernières années soit 6%.
c'est quand même... 6, c'est le bon chiffre. 6, ils ont annoncé 6,9. Je dis 6 pour simplifier, c'est presque 7. Donc voilà. Les États-Unis, c'est extraordinaire. Alors, les États-Unis, justement, pour vous, la reprise est-elle robuste? Parce que vous connaissez bien les États-Unis. Oui, elle est soutenue par les prix du pétrole. Tout le monde traite les prix du pétrole comme un problème. Je dirais, moi et toutes les personnes que je rencontre ici, nous croyons que c'est une bonne nouvelle pour l'économie mondiale. Le PIB américain est tiré par la consommation. Le consommateur américain, son premier poste de dépense, c'est de faire le plein de sa voiture. Et ils ont eu un coup de pouce à la consommation qui est énorme, qui se traduit dans les ventes, dans ce qu'on a vu à Noël, etc. Avec en plus un chômage qui est à 5%. Donc chômage bas, consommation forte. Donc l'économie américaine vraiment tire en fait le reste de l'économie mondiale. Et continuera à le tirer, vous pensez, malgré les turbulences? Oui, les turbulences. Le prix du pétrole, c'est juste... il y a vraiment une déconnexion entre l'économie réelle et ce que les marchés pensent actuellement. Parce que les prix du pétrole qui baissent, c'est bénéfique pour à peu près 4 milliards et demi d'êtres humains. Donc il n'y a pas de scénario où c'est une mauvaise nouvelle pour l'économie mondiale. C'est vraiment... La plupart des pays sont des importateurs nets de pétrole. En Europe, c'est le cas aussi. C'est l'Europe et les États-Unis. Donc franchement, oui, ça pose des problèmes. J'étais aujourd'hui avec des dirigeants d'un pays pétrolier. Même eux reconnaissent ça. Oui, ça pose des problèmes aux pays pétroliers. Mais même eux disent en fait que ça va leur permettre de faire des réformes qui sont nécessaires. Si vous avez vu, tous les pays donc, du Golfe ont pris des décisions très courageuses récemment sur la réduction des subventions à leur économie. Le Qatar a été le dernier à annoncer ça. Donc ça les pousse à réformer, finalement. Ça réformer. Écoutez, si vous dirigez un pays pétrolier, c'est beaucoup plus facile de faire des coupes si le pétrole est à $25 qu'à $100. Vous êtes relativement optimiste, alors. Tout le monde vous dit, mais pourquoi est-ce qu'il faut faire des sacrifices? Là, ils sont en train de réformer leur économie. Pour le moyen terme, c'est bien. Oui, je suis optimiste. Les marchés... Oui, les marchés. Les marchés sont toujours... En novembre, j'avais dit qu'il y aurait un traumatisme à la sortie du quantitative easing. J'avais été un peu critiqué pour avoir dit ça. À la sortie de la politique de la Réserve fédérale américaine. Oui, je l'ai dit sur un canal concurrent du vôtre. Et c'est vérifié. Les marchés s'habituent à tout environnement. Et ils sont agités par cette nouvelle politique de Janet Yellen. Voilà. Ils n'aiment pas les changements et il va falloir du temps, quelques trimestres, pour que les marchés s'ajustent. Et il y a aussi un peu un test de la volonté du Fed. Les marchés aiment bien tester la volonté des dirigeants. Donc ils ont dit qu'ils allaient remonter les taux plusieurs fois. Les marchés sont en train de tester leur détermination. C'est très important que le Fed continue la politique qu'il a mise en œuvre pour sa crédibilité. C'est-à-dire qu'elle continue à vouloir augmenter les taux. Bien sûr. C'est ce qu'a dit Janet Yellen. Alors George Soros, lui, redoute une dislocation de l'Europe. Beaucoup plus pessimiste que vous. Qu'en pensez-vous? Je sais pas s'il est plus ou moins pessimiste, parce qu'on n'en a pas encore parlé. Donc, sur une dislocation... Écoutez... Lié à la crise des migrants, lié justement... Oui, mais il y a toujours des risques. Le problème au fait que l'Europe se barricade, que la crise de l'euro pourrait revenir sur la table. C'est très difficile. Moi, j'ai toujours dit que c'est très difficile. C'est très difficile de faire marcher les choses à 27 ou à 28. Moi, je dis, prenez juste 27 ou 28 personnes et essayez de leur faire quelque chose ensemble. Vous verrez, c'est pas facile. Donc, quand vous avez 28 nations, effectivement, c'est difficile. Mais le fait de dire qu'une tâche est difficile, c'est pas équivalent à dire qu'elle est vouée à l'échec. Et l'Europe, c'est la pire des solutions, à l'exception de toutes les autres. Et la crise des migrants n'étant qu'une crise parmi les autres? Non, je vais venir aux migrants, mais je pense qu'aucun pays ne prendra à la fin, au pied du mur, la décision de partir et de mettre en danger tous les défis. Y compris le Royaume-uni? Il va y avoir un référendum. Le peuple peut décider que le Royaume-Uni quitte l'Union européenne. Ils prendront la décision qui est la décision... Je ne peux pas m'immiscer dans les affaires britanniques, mais j'étais à la tête d'une grande entreprise britannique. J'ai toujours dit la même chose, qu'à mon avis, il est dans l'intérêt à long terme de la Grande-Bretagne de rester dans l'Union européenne. Manuel Valls dit que ce serait une catastrophe, même Wolfgang Schäuble, si elle sortait. Moi, je dis que c'est dans l'intérêt de la Grande-Bretagne à long terme de rester dans l'Union européenne. Et je pense que le peuple britannique, qui est très pragmatique, à la fin, après un débat démocratique qui est normal, fera le bon choix. Donc je pense qu'effectivement, il y aura toujours des tensions, parce que c'est dur de faire marcher une Europe avec des pays aussi différents que l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, la France, etc. Mais qu'à terme, les choses vont continuer. Alors on dit que vous êtes candidat pour prendre la place de Christine Lagarde si elle est condamnée dans l'affaire Tapie à la tête du FMI. Êtes-vous candidat? Écoutez, non. D'abord, je pense que tout le monde sait que Christine et moi sommes amis. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, que je soutiens, et qui a fait un travail extraordinaire. Moi, je me suis réjoui de sa nomination à la tête du FMI. Je me réjouis du fait qu'elle souhaite faire un second mandat. Donc vous n'êtes pas candidat si elle était condamnée dans l'affaire? Je ne réponds jamais aux questions spéculatives. Je suis très ferme. Et c'est pas
parce qu'il s'agit du FMI. C'est que dans ma position, il ne faut jamais, en tant que responsable, commencer à dire oui, mais si, ceci, si, cela. Donc je refuse simplement d'entrer dans cette discussion. Je ne suis pas candidat à la direction du FMI, j'ai un job, on en a parlé là pendant 10 minutes, et il est prenant et il me satisfait. Et je suis vraiment un supporter inconditionnel de Christine Lagarde. Je trouve que c'est une Française de premier plan, que la France devrait se féliciter d'avoir quelqu'un de cette qualité. Elle est venue à une réception que j'ai donnée hier soir, donc je veux dire qu'on est vraiment à mon terme, et les gens se battaient pour prendre des selfies avec elle. C'est vraiment une star mondiale. C'était un événement pour les femmes, en fait, célébrant la cause des femmes. Donc vous n'y pensez pas, en tout cas? Non, très simplement non. Merci beaucoup d'avoir été mon invité, de nous avoir reçus dans vos bureaux ici à Davos. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur France 24.